Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, une question qui me tarabuste depuis un certain temps. La question de savoir pourquoi est-ce que les cadres supérieurs et supérieurs ne se forment pas ou beaucoup moins que les cadres de proximité ou les cadres intermédiaires. Je le vois tous les jours chez des clients, on nous appelle pour intervenir et il faut former les cadres de proximité, il faut organiser un workshop pour les cadres de proximité. Mais les cadres sup, la direction, c'est souvent hors scope, c'est souvent pas une question. Alors il y a des exceptions, d'ailleurs je les salue, puisque certaines écoutent ce podcast. Et donc j'ai travaillé un moment avec Copilote pour qu'il me creuse un petit peu la question. Et j'ai sélectionné parmi tout ce qu'il m'a raconté 6 raisons différentes pour lesquelles les cadres sup ne se forment pas ou pas suffisamment. La première raison a un lien avec l'ego, la deuxième avec le temps, la troisième avec le stress, le quatrième avec la culture de l'organisation, le cinquième avec les formations elles-mêmes, et le sixième avec la priorité aux résultats. Alors, voyons de quoi il s'agit. Le premier, pour moi, qui est la raison principale, c'est une question d'ego, dans le sens d'une perception de compétence suffisante. Je suis directeur général de la société X, donc c'est que je suis compétent. Ben oui, puisque je suis tout en haut. Si j'étais pas compétent, on m'aurait pas promu. Et donc, je peux avoir confiance dans mes moyens, et donc je n'ai pas besoin de me former. En plus de ça, cette perception est souvent renforcée par la pression de maintenir une image de leader infaillible. Hein, le chef qui sait tout, la directrice qui sait tout, qui fait tout, et en plus qui travaille 80 heures par semaine, etc. etc. Alors, ce biais de confiance excessif est bien documenté, il est connu, en psychologie en particulier, c'est l'effet Dunning-Kruger, où les individus surestiment leurs compétences et leur capacité à influencer les résultats. Donc ça, c'est connu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler ce problème d'ego ? Alors, il y a une technique, qui est une technique manipulatoire, mais qui existe, c'est de les faire trébucher. Simplement de leur faire prendre conscience que, à un moment donné, ils ont, comme on dirait en bon français, ils ont merdé. Ils n'ont pas fait suffisamment bien, ou pas suffisamment vite, ou que on peut établir un lien de cause à effet entre quelque chose qu'ils ont décidé et quelque chose qui s'est produit. Avec les précautions d'usage, évidemment. Alors le problème, c'est qui peut faire ça ? Alors les conseils d'administration, mais souvent le problème, c'est que la solution dans ces cas-là, c'est de les virer, ce qui est quand même pas franchement la meilleure solution, en tout cas pas pour l'apprentissage, en tout cas pas immédiatement. Et j'imagine, moi en tout cas, que c'est le rôle que les ressources humaines peuvent jouer. Mais pour ça, il faut avoir la confiance du directeur général ou de la directrice générale, ce qui n'est pas forcément facile à obtenir. Alors on va partir sur des solutions plutôt de style culture de l'apprentissage, encouragement du partage d'expériences avec les équipes, pour augmenter la valeur perçue de la formation, culture de l'humilité, de l'erreur, etc. Tout ça vous connaissez, mais vous voyez que un des bénéfices potentiels de ces cultures de l'erreur, etc., c'est de promouvoir la formation chez les cadres sup. On peut aussi, par exemple, promouvoir des exemples de gens qui se sont formés et donc qui ont obtenu des promotions, des postes, etc. Bon. Ce premier facteur, l'ego, est évidemment pas celui qui est le plus facile à travailler, puisqu'il est lié à une construction de la personne, et que, faute de preuves, les gens pourront continuer à penser qu'ils sont compétents et que ça va très bien comme ça. Deuxième raison pour laquelle les cadres sup ne se forment pas, le temps. Mais le temps plutôt par l'urgence perçue de leur personne, de leur activité, de leurs décisions. Je dois être partout en même temps, on a besoin de moi partout. Alors certes, ils sont accaparés par des responsabilités, par des engagements professionnels, on a besoin d'eux souvent, leur agenda n'est plus le leur, mais
excusez-moi, s'ils disent que le mardi matin ils sont pas là, ils sont pas là. Et donc, ça laisserait beaucoup de temps. En fait, on pourrait renverser l'argument qui consiste à dire qu'il faut former les cadres de proximité, mais eux, justement, ils n'ont pas le temps. Puisqu'ils ne peuvent pas décider. Puisqu'ils ont une hiérarchie qui attend des choses d'eux. Le directeur de production, la responsable logistique, elle a des équipes en dessous. Hein. Elle peut déléguer, elle peut s'arranger, elle peut s'organiser. Et donc, peut-être par mandat, intégrer la formation dans l'emploi du temps, en disant, voilà, chez nous, eh bien, vous saurez, une demi-journée par mois, vous êtes en formation. Point barre. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à discuter, ça fait partie du job, c'est dans la description de poste, dans la fiche de poste. Alors évidemment, il faut être un peu flexible au niveau des modalités, peut-être qu'il faut faire des choses en ligne, peut-être qu'il faut faire des choses en visio, peut-être qu'il faut organiser des espèces de séminaires vendredi après-midi, samedi, enfin je sais pas, mais il doit y avoir une possibilité, une fois qu'on a réservé le temps, d'organiser des formations pour cette population-là. Troisième raison, le stress, et en particulier tout ce qui est surcharge mentale, et qui provient pour une partie du syndrome du leader solitaire. On en a parlé dans un des tout premiers épisodes de Leadership. Les cadres sup ont tendance à se soumettre, à être soumis, mais à se soumettre à un niveau élevé de surcharge mentale. Encore une fois, c'est un petit peu cette idée qu'il n'y a que moi qui peux faire. Alors c'est vrai, certaines décisions ne peuvent être prises qu'à ce niveau-là. Ce qui peut les empêcher de trouver le temps, l'énergie pour se former, puisque se former prend du temps, prend de l'énergie, prend de la charge mentale. Et donc on peut effectivement imaginer que de se mettre une charge mentale supplémentaire n'est pas une bonne idée. En plus de ça, en étant stressé, évidemment, on va réfléchir moins bien, et donc apprendre moins bien. Alors, solution, eh bien, peut-être que, encore une fois, le mandat de programme de gestion du stress ou de bien-être pour les cadres sup doit venir de quelque part, que ce soit de la direction, du conseil d'administration. On peut aussi essayer de passer par les environnements de travail, et puis de créer un peu plus de flexibilité au niveau horaire, par exemple. Et puis alors évidemment, faire partager les cadres entre eux permet de limiter l'isolement. Par exemple, que tous se rendent compte qu'ils bossent trop, ou qu'ils n'ont plus de vie de famille, ou que, etc. Ça peut permettre aux gens de se dire, mais il faut que je me forme pour pouvoir mieux me gérer. Quatrième raison, la culture organisationnelle. Alors c'est pas forcément la raison la plus facile à gérer, mais il est clair que dans certaines entreprises, la formation continue n'est pas valorisée. Alors surtout au niveau de la direction et donc au niveau des cadres supérieurs qui sont souvent les N-1. Moi j'ai travaillé dans une entreprise dans laquelle le patron disait mais vous avez qu'à engager des gens compétents, il n'y aura pas besoin de les former. Alors oui, sauf que ça nie en fait, ça ne... Le point aveugle, si vous voulez, la zone d'ombre, c'est que les choses changent et que les compétences changent. Alors je dis pas qu'il faut former les gens tout le temps pendant 3 semaines par mois, mais il y a des outils avec les gens sont repartis en sortant de l'école, mais depuis ils sont plus formés. Alors on me dirait il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour se former, vous aurez raison. Mais pour la prise de conscience des compétences développées, il faut passer du temps. Il faut s'asseoir avec quelqu'un ou avec un groupe et puis réfléchir à ce qu'on a appris récemment. Et c'est beaucoup plus difficile que ce que ça n'y paraît. Alors, il faut évidemment changer la culture organisationnelle, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, vous le savez, on en parle souvent ici. Valoriser la formation continue à tous les niveaux. On peut mettre des programmes de mentorat. Le mentorat est un excellent exemple de formation, qui n'est pas la formation concrète, mais qui permet de former des gens. Moi, j'ai beaucoup appris avec mon deuxième chef, qui m'a montré beaucoup de ficelles, beaucoup de choses qu'on pourra en fait même pas voir en formation. Hein, donc c'est très important, le mentoring. Mais pour ça, il faut évidemment que les cadres sup ou la direction prennent du temps, et donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. 5e raison pour laquelle les cadres sup ne se forment pas, le manque de pertinence perçue des formations. C'est clair que si vous allez avec une formation catalogue, les gens vont dire, mais attendez, moi je ne suis pas comme ça, moi c'est différent, ce qui n'est pas forcément une réponse rationnelle de leur part, mais par contre c'est une réponse suffisante pour qu'ils refusent de se former. Et donc il faut développer des programmes de formation qui sont multiformes, qui sont hybrides, qui sont en blended, comme on dit pour faire moderne, pour que ça réponde simplement à leurs besoins en termes de timing, en termes de quantité, en termes de charge mentale, etc. Et une chose qui marche souvent bien, c'est d'inviter des experts, qui sont plus experts qu'eux, puisqu'eux s'estiment experts, et donc typiquement des gens qui ont écrit des livres, ou qui ont fait des recherches dans des domaines, ça peut attirer, ça peut achalander, hein, ça peut attirer les gens en disant tiens je vais apprendre quelque chose. Alors que ça, en fait c'est pas ça qui va les faire apprendre, c'est de réaliser ce qu'ils savent déjà et comment est-ce qu'ils peuvent mettre en réseau toutes les informations qu'ils ont déjà acquises. Dernière raison,
La priorité aux résultats immédiats. Les cadres sup peuvent être très orientés vers les résultats immédiats pour des questions de compétitivité personnelle, mais aussi pour des questions d'objectifs d'entreprise. Ce qui les emmène évidemment à négliger des activités de formation qui sont évidemment plutôt à long terme ou à moyen terme, mais qui ne produisent pas de résultats immédiats, en tout cas très peu. Cette orientation vers les résultats immédiats est connue en psychologie cognitive, elle est liée à une gratification instantanée. D'ailleurs, ça se voit très fort, par exemple, dans les gens qui font de la vente, souvent, sont des gens qui ont besoin de voir le contrat signé pour pouvoir être motivés. Alors, par exemple, quand vous travaillez en recherche et développement, la gratification instantanée, c'est pas un bon trait de caractère. Alors, solution, alors intégrer la formation dans la stratégie de l'entreprise, en montrant comment est-ce qu'elle peut contribuer à la performance à long terme, alors pas à court terme. Peut-être aussi donner des objectifs de développement peut-être moins quantitatifs et plus qualitatifs sur le long terme, peut-être une idée. Aussi peut-être poser des objectifs, comme on en a parlé la dernière fois, des objectifs d'équipe, en équipe, l'équipe de direction, pour qu'il y ait cette espèce de projection au-delà de sa propre performance. Et puis, peut-être une certaine forme de récompense à moyen terme, soit par la promotion par exemple, ou pour la valorisation du métier ou des compétences acquises. Donc voilà les 6, vous voyez que rien n'est facile, c'est une des raisons pour lesquelles je pense d'ailleurs que les cadres supérieurs ne se forment pas, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens faciles, il n'y a pas de levier à actionner immédiatement. Mais il faut parler de l'ego, il faut parler du temps, il faut parler du stress, il faut parler de la culture organisationnelle, de l'inadéquation des formations potentielles et de la priorité aux résultats immédiats. Alors comment est-ce qu'on aborde la question avec un cadre supérieur ou une cadre supérieure ? Je pense qu'il faut répondre à 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que j'y gagne, mais aussi la question, qu'est-ce que je ne perds pas ? Alors qu'est-ce que j'y gagne ? Alors clairement, un développement personnel, un épanouissement personnel, c'est démontré, il y a suffisamment de témoignages de gens qui ont fait des formations dont je fais partie, entre parenthèses. Et donc là, ça c'est assez facile. Il y a aussi le renforcement de la confiance en soi par la connaissance de ses limites et de ses triggers et de ses moteurs. Alors vous me direz, mais ils ont déjà trop confiance en eux. Oui, mais c'est souvent quand même une façade, quelque chose qui se sont construits, mais au fond, peut-être un petit cœur tout bleu, avec des gens qui sont peut-être effectivement hypersensibles, et qu'on va renforcer une bonne confiance en eux. Ça veut dire, on va instiller un doute salvateur pour la performance et l'amélioration continue, mais un renforcement de la confiance en soi en termes de je peux m'adapter. Une confiance en soi vis-à-vis de l'adaptation, pas forcément vis-à-vis de la compétence rigide. Troisième chose que la personne peut gagner, c'est une reconnaissance et une valorisation par l'entreprise, parce que la formation peut être vue comme un signe d'engagement ou un signe de dévouement à l'entreprise, puisque je prends un peu plus. Ça peut être aussi un argument. Quatrième chose que la personne peut gagner, c'est quand même de se préparer aux futurs défis, pas par l'acquisition de compétences, mais par le maintien en situation d'apprentissage. Quelqu'un qui ne fait pas d'apprentissage pendant 15 ans, apprentissage pas au sens du CFC, mais au sens de la période de sa vie d'apprentissage pendant 15 ou 20 ans, c'est extrêmement difficile de s'y remettre, voire de valoriser tout ce qui a été appris pendant une période aussi longue. Alors que si tous les X, il y a quelque chose qui existe, qui nous permet de prendre conscience de ce qu'on a développé, de ce qu'on a acquis, eh bien, ça permet de maintenir la personne en situation d'apprentissage et donc de faciliter l'apprentissage. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième chose que la personne gagne, eh bien, c'est le développement de l'équipe. Puisque, comme ils n'ont pas le temps, il faut déléguer. Et donc, le fait de déléguer une partie des responsabilités à l'équipe permet le développement de l'équipe, mais aussi peut-être un tout petit peu de career planning pour la personne et les ressources humaines, puisqu'on va pouvoir comme ça détecter des gens qui sont prêts à reprendre le flambeau. Et enfin, quelque chose qui n'est pas forcément facile à dire, mais je pense qu'il y a des personnes qui seraient motivées à acquérir des armes secrètes, entre guillemets, des outils que les autres n'ont pas. Donc pour les plus compétitifs d'entre eux, le fait qu'eux auront des outils que les autres n'ont pas peut être une motivation à partir en formation. Alors qu'est-ce qu'ils ne perdent pas, ces cadres sup qui se forment? Eh bien, c'est la réputation vis-à-vis des personnes qui ne se forment pas. Parce qu'évidemment, dans un contexte dans lequel les gens ne se forment pas, on peut dire « mais je perds ma réputation d'homme fort, d'homme faillible ». Oui, mais les résultats vont parler d'eux-mêmes, puisqu'ils vont acquérir des compétences qui vont se voir, certes pas dans la journée, mais dans les 6 mois. Quelqu'un qui se forme bien et qui se met des objectifs de changement
peut vraiment en 6 mois retourner une organisation, par exemple, qui aurait des problèmes de productivité. Donc le risque réputationnel est quand même relativement faible. Et puis, alors le temps, c'est pas une perte de temps, puisque le temps de formation est un temps important, et que donc on va pouvoir déléguer une partie des choses moins importantes et moins urgentes, hein, avec le travail tout ce que je fais en tant que directeur n'est pas important et tout ce que je fais n'est pas urgent. Et donc on va pouvoir comme ça évacuer ces tâches-là et mettre du plus important à la place. Donc la formation n'est pas une perte de temps de ce point de vue-là. Voilà, vous voyez que la non-formation des cadres sup est un sujet vaste et intéressant. Si vous avez, vous, alors des témoignages à ce niveau-là, venez les faire sur le podcast volontiers, on fait une petite conversation. Et puis j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai eu plaisir à y réfléchir avec vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.